Dans cet épisode, nous parlons sponsoring de marque. Et qui dit marque dit retour sur investissement. Car lorsqu'une entreprise finance votre événement, elle doit récupérer son argent. La grande question alors, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise valide votre demande de sponsoring? Pour en discuter, je reçois Christmin Babala, spécialiste de la com depuis 20 ans. Je suis Olivier, bienvenue dans le podcast Dona. Bonjour, nouvel épisode du podcast Dona. Comme dans l'introduction, nous recevons Christmin Babala. Et c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir de le recevoir. J'ai pas envie de dire, j'ai pas envie de dire que l'on va apprendre pas mal de choses, mais c'est vrai que nous allons apprendre pas mal de choses. Mais c'est surtout quelqu'un euh, que je gardais comme un coup du chapeau, que je gardais sur le côté, parce que il est très facile de discuter avec lui. C'est quelqu'un de très smart, très intelligent. Je sais qu'il y a le Commonwealth, mais bon. C'est quelqu'un de très intelligent, très passionné et qui aime son métier. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Bonjour, Christophe. Bonjour, Ça bonjour va? Olivier, ça va bien et toi? Ça va. Je sais que ça a commencé sur LinkedIn. T'es même, je pense que tu es le premier, quand on a diffusé le premier épisode. Tu es venu nous faire un coucou parce que tu n'es plus au Gabon depuis 2 ans déjà. 2 ans. Tu es, à Cotonou, c'est ça? Et pour des raisons professionnelles, bien évidemment. Et moi, je te connais. En fait, je le dis tout le temps, mais bon, c'est un passage obligatoire. Moi, je te connais. Yes. Depuis longtemps, on était quasiment voisins sur le plan professionnel. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, Christophe Babala était un professionnel de la communication des organisations. J'exerce depuis 16 ans dans la communication des organisations. J'ai eu la chance et le privilège d'accompagner des marques telles qu'Orange, Airtel, BGF Bank et Canal+, avec qui j'ai une belle aventure depuis 8 ans. Et voilà, donc vraiment passionné de la communication comme tu l'as dit, et je continue de vivre ce métier. Et c'est un vrai plaisir pour moi d'être là sur le podcast Dona. Merci. Comment on garde la motivation? Plus de 15 ans, toujours dans la com. Comment on se motive? Quelqu'un disait que rien de grand ne s'est fait dans ce monde sans passion. Je pense que c'est d'abord la passion. Franchement, si je n'étais pas passionné par ce métier, je ne suis pas sûr que j'aurais mis autant de temps. Et même malgré les 16 ans aujourd'hui, je me vois toujours en train de voir le faire, peut-être d'une autre manière, peut-être on aura le temps d'en parler. Mais c'est la passion qui me conduit, et les organisations dans lesquelles j'ai pu vivre cette passion m'ont donné aussi justement raison de continuer d'y croire, tu vois. Ouais. Et j'ai vu, en en parlant en off, Mm. en fait, t'as bourlingué, t'as bougé. Et je me suis dit, je pensais quand même connaître Christophe, mais jusqu'en Centrafrique. Ouais. Qu'est-ce qui t'emmène en Centrafrique? Bon, excuse-moi, Oui. déjà. Il faut dire, pour ceux qui ont suivi les 4 premiers épisodes du podcast Dona, j'avais jamais reçu des invités qui avaient fait un tour du côté de Dakar au Sénégal. Et vous savez tous que c'est mon pays de cœur, c'est mon second pays après le Gabon. Christophe a fait Dakar au Sénégal. Et tu as fait tes premières classes dans la com au Sénégal également. Mais comment tu quittes de Dakar Pour la Centrafrique, pour pour Bangui. Centrafrique? Non, juste une opportunité professionnelle. Moi, j'ai fait 6 ans. J'ai étudié 6 ans à Dakar. J'ai eu mon master en marketing management au Sénégal. J'ai eu la chance Et où à ISM, Institut supérieur de management. Et justement, à la fin de mes études, j'ai commencé à travailler chez McCann Erickson, qui est aujourd'hui une des plus grandes agences conseillères en communication dans le monde. Et chez McCann, j'étais chef de publicité sur le compte Orange. Orange Sénégal, Orange Guinée-Conakry, Orange Mali et Orange Centrafrique. Il s'est trouvé qu'à la fin justement de mon contrat, on m'a proposé de rejoindre Orange Centrafrique comme responsable communication sur place. C'était une sorte de switch entre l'agence et l'annonceur.
Donc, après 4 ans, je me retrouvais à Bangui comme responsable communication. Tu as fait combien de temps là-bas? J'ai fait à peu près 1 an, parce que c'était assez hostile. Hein. C'était l'époque de la Bangui sous crise, crise politique et tout. C'était pas évident d'y vivre. Je t'avoue que c'était aussi une époque où, du point de vue familial, je traversais une transition assez compliquée où je venais perdre mon père au Gabon. Et donc, j'ai écourté mon séjour pour rentrer au Gabon et toujours continuer dans la com où j'ai été 2 semaines après mon arrivée au Gabon, j'ai commencé chez AG Partners. Attends. Tu es rentré au Gabon juste 2 semaines après. Alors que, je sais pas, il y a une espèce de bouillie qui est posée au Gabon qui dit que lorsqu'on rentre au Gabon, on se tape au moins 2 ans. Et justement, je fais partie de ces personnes qui ne font pas la propagande de cette mauvaise interprétation de la recherche d'emploi. Je pense que lorsqu'on a déjà qu'on a un bon CV et qu'on y croit, quand on sait chercher de l'emploi, on trouve au Gabon. On le trouve. Je reste assez optimiste là-dessus. Je suis contre ceux qui disent, voilà, il faut connaître quelqu'un. Moi, j'ai travaillé dans des grands groupes au Gabon où j'ai pas un nom dans ce pays, mais j'ai travaillé à BGF Bank où à l'époque, pour certains, pour y entrer, il fallait avoir un nom. Donc, je suis contre justement cette pensée. Et AG Partners, tout simplement parce que je connaissais déjà, je me renseignais sur l'environnement publicitaire au Gabon. J'ai toujours voulu faire la com. Et étant déjà en agence de com avant au Sénégal, étant responsable de communication en Centrafrique, quand j'ai pensé rentrer au Gabon, j'ai étudié le marché. J'ai toujours compris que pour être un grand communicant, il faut d'abord bien exercer en agence conseil en communication. Mon passage chez Macan d'1 an n'était pas suffisant pour moi pour vraiment amorcer une carrière assez importante chez les annonceurs. Et c'est pour ça que je voulais revenir en agence. Et j'ai regardé, je savais qu'à l'époque, il y avait AG Partners, il y avait Racam, il y avait Affinité Macan, il y avait aussi un guide vie. Et je postulais chez AG Partners parce que pour moi, c'était l'agence qui avait un portefeuille client le plus étoffé. Et donc, avant d'arriver, je commençais à chercher. Et voilà, 2 semaines, j'ai fait mon parcours de combattant en déposant, tu vois, mon CV partout. Et tu as fait combien de temps AG Partners? Alors, AG Partners, c'est une grande histoire d'amour. Je pense que c'est l'entreprise avec laquelle j'ai été infidèle et avec qui j'ai facilement pu me réconcilier aussi très facilement. Parce que j'ai fait 2 passages chez AG Partners. Ok. Ah, ça, je savais pas. Donc, je fais 2010-2012 où je suis chef de publicité sur le compte BGF Bank. Donc, le groupe BGF Bank, à l'époque, le groupe avait, je crois, 9 filiales en Afrique. Donc, on s'occupait de la com de tout le groupe, même les autres filiales métiers du Gabon, telles que Finatra, Loxia, etc. Donc, je fais 2 ans avant que, justement, j'aille chez l'annonceur qui est BGF Bank. Je passe 3 ans chez BGF Bank et je reviens 3 ans, justement, après chez AG Partners pour là m'occuper du compte RTL. Je suis directeur du compte RTL. Voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis que vraiment, c'était une histoire assez... Je suis parti, ils sont venus me rechercher, tu vois. Et lorsque tu reviens, tu fais combien de temps avant de finir? Je fais 2 ans. Je fais à peu près 2 ans avant d'aller chez Canal+. Ah, ok. 2 ans. Et donc, après, tu vas à Canal. Bah, écoute, l'aventure continue depuis 8 ans. Canal+, je dis souvent aux gens que c'est ma plus grande longévité en entreprise, je l'ai chez Canal+, parce que j'ai 16 ans aujourd'hui dans la com, et la moitié des 16 ans, c'est chez Canal+. Donc, tu vois, voilà. J'avais jamais fait plus de 3 ans avant. Ah oui, on l'a vu. Canal+, tu vois. Voilà, je vais chez Canal+ en 2017 et j'y suis encore. Alors, je continue. Ok. Je me suis rendu compte que tous les Gabonais ne vivent pas la même expérience au Sénégal. Et qu'est-ce que tu gardes du Sénégal aujourd'hui? Alors, le Sénégal, j'ai appris à devenir un homme. Au Sénégal, je suis allé au Sénégal, j'avais 17 et 18 ans, en 2003. Donc, j'ai appris à évoluer dans un environnement tout seul, sans famille, comme tout étudiant qui va à l'étranger. J'ai appris à embrasser une autre culture. J'ai aujourd'hui pas mal de choses. Si les gens me trouvent humble, en réalité, c'est peut-être parce que j'ai vu l'humilité des populations de l'Afrique de l'Ouest. Quand je parle des populations de l'Afrique de l'Ouest, je parle du Sénégal où j'ai vécu 6 ans et du Bénin où je suis depuis 2 ans. Franchement, j'ai appris à voir les choses autrement, différemment qu'au Gabon où j'avais vécu 17 ans avant de sortir du pays. Franchement, je n'aurais pas été à l'étranger, je ne sais pas si je serais l'homme que je suis. Tu vois, le Sénégal m'a appris à voir les choses de façon positive, à respecter l'autre. Et à se battre dans la vie. Parce qu'au Sénégal, j'ai justement embrassé mes études supérieures. Et c'est au Sénégal que j'ai perdu mon père. Donc, tu vois, j'ai tout appris. À vraiment pouvoir devenir un vrai homme, c'est dans ce pays. C'est un pays qui m'est cher. Ok. Bon, on va quand même essayer une petite comparaison parce que j'ai ça dans la tête là.
Macan, AG Partners. Quelle est ta plus belle expérience entre les deux? Alors, compliqué à dire. Parce que Macan, c'est la jeunesse. Je sors de l'école et je te raconte peut-être l'anecdote comment je fais pour entrer chez Macan. Non, non, oui, oui. T'expliquer un peu pourquoi c'est vraiment. Alors, je suis étudiant en ISM, mon master avec une spécialisation en communication et publicité. Et justement, dans ma curiosité positive, je cherche à savoir quelles sont les agences dans lesquelles je pourrais travailler dans le pays. Je vois Macan qui signe toutes les campagnes, toutes les grandes campagnes au Sénégal sont faites par Macan. Orange étant le plus grand annonceur. Je pense à l'époque, c'était la plus grande entreprise en termes de chiffre d'affaires du pays. Donc, Sonatel de manière globale. Et Macan était l'une de leurs agences, c'est la partie communication commerciale et institutionnelle. J'écris une première fois, j'ai fait une demande de stage physique, je vais déposer à l'agence. On me répond par mail, on accusé de réception, oui, on a bien reçu votre dossier, on vous contactera le cas échéant. Voilà, c'est comme la formule habituelle. Donc pendant, je pense, 6 mois, j'ai ce retour-là, j'insiste, je suis en fin d'études, et moi j'ai vraiment fait de la pub. Je sais pas, mais je suis convaincu que c'est un métier dans lequel je vais évoluer. Et à l'époque, j'étais vraiment curieux, c'est pour ça que quand je conseille les jeunes aujourd'hui, je dis, vous manquez de curiosité positive. Vraiment, c'est comme j'ai suivi dans une des émissions avec un grand frère qui disait qu'au Gabon, les gens s'intéressent vraiment au banal. Il n'y a pas de vraie curiosité positive. Moi, je m'intéressais déjà à Viadeo. Ouais, À l'époque, je parle de 2008-2009. Et j'étais inscrit sur Viadeo, qui était justement le réseau professionnel par excellence, où je vois, voilà, comme LinkedIn, et où je rencontre le directeur commercial de Macan, Ericsson Sénégal. J'ai écrit, j'ai dit, mais monsieur, ça fait plusieurs fois que je tente d'entrer dans votre agence en tant que stagiaire, et j'ai toujours pas eu de réponse favorable. Il me pose une question simple. Pourquoi vous prendrez vous et pas quelqu'un d'autre? Alors, j'ai jamais de lettre de motivation dans mon ordinateur d'étudiant. Je fais un copier-coller de ma lettre de motivation en faisant comme c'était du chat. Il me dit, ok, d'accord, j'ai bien noté, recontactez-moi en octobre. On parle d'octobre 2008. Et octobre étant mon mois d'anniversaire en même temps, je sais pas, le 21 octobre, je me dis, tiens, je vais un peu recontacter ce directeur commercial qui m'a demandé de le recontacter en octobre. Donc, je le refais, la relance. Il me demande ce jour même de passer à son bureau. À l'époque, j'étais dans une web agency, parce que je fais un peu de développement web aussi, de design graphique, parce que je m'intéressant à la pub, je m'étais dit, ok, la stratégie c'est bien, mais je veux quand même savoir ce qui se passe derrière. Donc, en partie création. Donc, j'ai fait un peu d'une formation je ne sais pas si tu connais Africatic au Sénégal, ou qui faisait dans le graphique et le design web. Et donc, j'étais dans une petite agence d'une web agency. J'ai juste abandonné le même jour. Je suis parti un après-midi pour mon premier entretien de recrutement de stagiaire. Et le lendemain, je commençais chez Macan sur le compte Orange jusqu'à signer un CDD de chef de pub sur... voilà. Donc, là-bas, j'ai vraiment, avec une marque comme Orange aussi dynamique, j'ai appris à faire de la com, de la pub, à concevoir des supports publicitaires, que ce soit en télé, en radio, en print. Donc, le B.A.B.A. vraiment de la com, au-delà de ce que j'ai appris à l'école, la pratique, le B.A.B.A. je l'ai apprise à Macan. Quand j'arrive chez AG Partners, c'est d'ailleurs pourquoi on me recrute en 2 semaines. Parce qu'ayant fait Macan, la directrice de l'agence, à l'époque, dit, mais je n'ai jamais recruté un Gabonais qui a déjà une expérience en publicité. Les autres qui étaient là ont appris sur place. C'est pour ça qu'elle m'a recruté très vite. Et chez AG Partners, ce n'est pas la même organisation. Macan, rien que la partie créa, la direction créa, c'est 30 personnes. Ça n'existe pas au Gabon, une agence pareille. Donc, tous les métiers, ils sont présents. Donc, du directeur création, directeur artistique, concepteur, rédacteur, il y en a au moins 5. Parce qu'une campagne réellement est conçue par un concepteur-rédacteur, ce qui n'est pas forcément le cas dans nos agences ici, parce que ce n'est pas les mêmes marchés. Et donc, chez AG Partner, on a un peu le couteau suisse. Tu es le commercial, le chef de publicité, mais en même temps, c'est toi qui vas faire le brief créa, c'est toi qui dois concevoir la croche. Pour poser la croche, même à l'époque, je m'occupais d'ailleurs d'RTL, une marque que tu connais très bien, ou même Dynamisme qu'Orange, parce que c'est la téléphonie mobile, où les campagnes arrivent au jour le jour. Voilà, tu vois. Il faut créer des accroches, il faut penser à des trucs. Et là-bas, j'ai vraiment bourlingué, j'ai vraiment manœuvré pour
pour vraiment encore perfectionner ce rôle de communicant que j'ai aujourd'hui. Voilà. Donc, les deux se valent. Franchement, je vais mal à choisir entre les deux parce que voilà, ma canne m'a permis vraiment d'asseoir les bases. En fait, ce que tu me dis m'a secoué un peu et ça m'a ramené à une conversation que nous avions eue, je crois, en plein Covid. Et c'est parfait, en fait, c'est dans le thème même de cet épisode. Il s'agissait de partir ou pas sur l'accompagnement du catalogue challenge de l'Estat XXL. Et nous sommes en plein dans le thème. Et en gros, tu m'avais dit, je vais essayer de te paraphraser parce que je ne me rappelle plus. Tu me disais, Olivier, les gens habituellement, lorsqu'ils viennent, ils apportent des projets. Nous devons encore réfléchir. Nous devons réfléchir à comment nous positionner dessus. Et c'est un travail que l'on ne peut pas forcément se permettre. C'est mieux des projets clés en main. Ils ont bien réfléchi sur notre stratégie, sur comment nous positionnons sur le marché, etc. Après, ils viennent avec un projet clé en main et on se pose dessus. Et justement, on va profiter de l'occasion. Je vais te poser donc la question de savoir, en gros, quels sont les préalables à prendre en compte, en fait, au vu de ta longue expérience, 16 ans, dans le métier de la com, forcément, tu as vu passer énormément de demandes de sponsoring. Énormément. Je pense même, moi, j'ai fait un petit compte personnel, je suis à quasiment, on va dire quoi, à 100 au premier trimestre 2025. Et si tu devais conseiller tous ceux qui nous regardent, parce que c'est vraiment, cet épisode a été conçu pour eux, pour des porteurs de projets qui gèrent des événements culturels, etc. Quels sont les préalables à prendre en compte afin d'obtenir, j'ai pas envie de dire tes faveurs, mais les faveurs de la marque, une marque? Tout à fait. Tu fais bien de parler du catalogue challenge. Ce sera l'exemple d'ailleurs que je vais utiliser pour un peu illustrer pas mal de mes propos. Le premier élément pour moi, dans la constitution du dossier de demande de sponsoring, c'est déjà de personnaliser le dossier. Personnaliser le dossier parce que aujourd'hui, les promoteurs d'événements ont la fâcheuse manière d'aller sur Internet, de prendre juste une lettre type de demande de sponsoring, recopier la formule. On va, en contrepartie de votre contribution, on mettra votre logo sur le support de promotion de l'événement. Ce qui est vraiment très basique. Mais excuse-moi, en fait, je ne peux pas m'empêcher de le dire et le sourire même. Et en fait, moi, je trouve pas ça très judicieux parce que, en vrai, le plus souvent, la marque, ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais la marque, elle est plus puissante Tout à fait. que le projet. Tout à fait. Donc, en gros, elle peut clairement se passer. C'est ça, c'est clairement ça. Quand on voit un peu le tissu économique gabonais, où on a plus de PME que de multinationales, parce qu'on sait en fait que c'est les multinationales qui, dans leur stratégie de communication, accordent une part au sponsoring au mécénat. Les PME n'ont pas ce budget, ils n'ont même pas, vraiment, c'est pas intégré dans leur stratégie. Déjà même, il faut savoir s'ils ont un département ou un service communication. Donc c'est normal que le nombre de multinationales est assez restreint au Gabon, qui ne sont pas forcément toutes des annonceurs aussi, ait déjà une notoriété. Moi, je disais souvent aux gens que quand j'étais au Gabon, que regardez le nombre de paraboles qu'il y a sur les toits pour comprendre que je n'ai pas besoin de mettre mon logo sur votre banderole pour être connu. Pour Canal+ soit connu, on n'a pas besoin de mettre une banderole sur un événement, d'un concert. Venez avec une plus-value réelle. Voilà. Donc, déjà, même dans la personnalisation, c'est comme tu disais, de se renseigner déjà sur la stratégie de communication de l'entreprise, même sur une année N-1. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut connaître tout ce que les entreprises font. On voit sur toutes les entreprises au Gabon ont des plateformes digitales, que ce soit Facebook, ils sont présents sur au moins déjà Facebook, sinon sur Instagram. Donc, vous pouvez savoir ce qu'ils ont fait même sur le trimestre précédent. En matière de sponsoring, qu'est-ce qu'ils accompagnent? Comment ils accompagnent les événements? Pour venir avec les propositions. Là, je parle de la partie justement accompagnement en termes de sponsoring, mais aussi en termes de déploiement commercial. Quels sont leurs nouveaux produits? Quels sont les produits qu'ils veulent mettre en avant aujourd'hui pour venir avec au moins une formule de proposition de partenariat, plutôt que de dire, on met votre logo sur les supports promotionnels. Voilà, on a vu que vous avez lancé tel produit. Nous, à travers notre événement, on peut justement vous amener à développer telle action spécifique pour le promouvoir. Ça n'a jamais existé dans une demande au Gabon. Donc, tu n'as jamais eu ça? Jamais vu ça. Jamais, même après avoir animé justement un atelier sur la même question d'aujourd'hui.
j'ai eu justement à donner même des exemples concrets sur des événements qui ont quand même pu, parce qu'il y a la partie personnalisation effectivement, et aussi le deuxième point, c'est de proposer un plan de communication de l'événement qui amène l'annonceur à comprendre que tiens, si je mets mon argent dans cet événement, il y aura quand même en termes d'audience, parce que qu'est-ce qui nous intéresse un événement, au-delà des retombées commerciales, c'est de moi de se dire, ok, je suis allé à un événement où, ok, même s'il faudrait de visibilité, il y a tant de personnes qui pourraient voir ma marque ou bien qui pourraient être exposées à mon produit. Donc, proposer déjà un plan de communication de l'événement qui nous amène à effectivement se dire, tiens, s'ils vont faire, s'ils déploient ce type d'action, ok, il y aura du monde. En général, ça ne fait pas partie des plans. C'est le budget. On vous dit ce qui coûte la location de la salle ou du site, si c'est un concert, le cachet des artistes. Jamais on dit, bon, le plan de communication, justement, qui nous permettra vraiment de pouvoir mobiliser des personnes à notre événement et celui-ci. Ou alors, si vous êtes partenaire, au-delà du logo, voilà comment nous allons justement utiliser les éléments de langage de votre marque en les reliant à notre événement pour justement faire parler. Les événements au Gabon, c'est l'annonceur lui-même qui va dire, écoutez, je suis sponsor de tel événement. C'est jamais le promoteur qui conçoit justement même une stratégie de communication permettant à l'annonceur, au moins officiel, même si ce n'est pas tous les annonceurs, de vraiment se rendre visible et, sur le partenariat en fait. Donc c'est déjà le premier point, c'est la personnalisation. La personnalisation, ce n'est pas seulement que de mettre à monsieur le directeur général de Airtel Gabon, non. C'est de dire, à Airtel Gabon, nous savons que voilà, aujourd'hui, vous êtes dans telle dynamique commerciale, etc. On a vu que vous avez fait ceci, cela. Notre événement, vraiment, va dans ce cadre-là, voilà ce qu'on voilà. Au moins, même si ce n'est pas effectivement ce qui va être fait, mais voilà, le responsable communication, le directeur communication qui reçoit aux demandes, tiens, ils nous suivent, ils savent. Et là, ça ouvre débat à des négociations. Je comprends. Hein. Ici, on se dit, il y a des gens qui nous regardent en face, qui ne savent pas forcément pourquoi, je sais que tu as la réponse, les entreprises gabonaises ne misent pas assez sur le sponsoring. Alors déjà pour ces aspects-là, parce que si tout le monde est comme toi et moi, qui recevons 100 demandes de sponsoring dans le mois, que tu dois toutes les lire, j'ai un ami, j'ai un collègue d'ailleurs de notre pays qui venant en visite à mon bureau au Gabon me disait, mais toi j'arrive à les lire, moi dès que je regarde le premier paragraphe, je mets à la poubelle. Moi je les lis quand même toutes, franchement j'essaie de les lire, je sais que c'est toujours la même formule qui est à l'intérieur. C'est déjà justement, c'est parce qu'il y a ce manque de personnalisation, ce manque de données. Quand un événement est par exemple historique, c'est de se dire, ok, la précédente édition, on a pu mobiliser tant de personnes, avoir des chiffres en fait qui vendent l'événement. On n'a pas de retour sur ce qui s'est passé avant, même pas de folio, on ne sait pas, ok, vous avez dit que ça s'est passé à tel endroit, c'était au Jardin botanique en son temps, quelles sont les photos qui montrent effectivement qu'il y a eu au moins une mobilisation sur l'événement. Je pense à mon avis que ce sont ces aspects-là qui découragent les marques à accompagner les événements, et au Gabon on n'a pas assez d'annonceurs aussi, donc les roadmaps sont déjà parfois très préétabli, on sait ce qu'on va faire. Donc, s'il y a un événement qui ne cadre pas avec la politique, qui ne présente pas lui-même la pertinence nécessaire pour jeter un coup d'œil, effectivement, il n'aura pas gain de cause. Et les gens, les promoteurs d'événements ne se renseignent pas sur la politique déjà de sponsoring de l'entreprise. Alors qu'aujourd'hui, c'est facile de le savoir. J'en vois quelqu'un qui me posait la question il y a 2 jours, je pouvais à WhatsApp. Oui, mais comment, si je veux qu'un événement soit accompagné par Canal+, comment je fais? Déjà, moi, je ne suis plus Gabon, donc je ne suis plus décideur. Mais comment tu peux me poser une question pareille? Quel est ton événement? Il s'adresse à qui? Pourquoi, etc. Commence par ça. Me dis, ok, est-ce que ça rentre? Ça cadre avec ce qu'ils font ici? Comme sponsoring, que je te dis, oui, vas-y, ou pas. Je me dis, bon, si j'ai un événement, comment je peux le faire accompagner? Tout simplement. Et c'est vraiment ce qui se fait. C'est comme ça que comme ça se passe. Et peut-être que tu vas en parler. Moi, l'exemple du catalogue challenge, justement, au départ, quand Bapunga m'en parle, je trouve que c'est pertinent. Il y a de l'intérêt. On est en plein Covid. Et pour moi, c'est le plus bel exemple de sponsoring que j'ai eu à réaliser au Gabon. Il y en a beaucoup, mais c'est le plus bel exemple en termes d'histoire même qui amène à la négociation. Et c'est pour ça que quand je t'en ai parlé, même c'était dans l'optique même. En fait, c'était un peu cet événement que j'avais en fond quand je te disais, en général, les gens ne viennent pas avec une proposition de valeur sur un événement.
Mais moi, j'y croyais tellement au Catalogue Challenge quand Bapunga, parce qu'on a des rapports assez proches, lui et moi, il me relançait tout le temps sur le Catalogue Challenge avec Cominon. Moi, je voyais la pertinence, mais tu connais nos organisations au Gabon, tu vas pas venir dire aux gens, tu vas mettre 5 millions sur un événement culturel en plus rap, sans réellement montrer la valeur ajoutée à ton collier, ton comité. Tu vois, moi, je savais pas comment. Je savais que le montant à mettre n'était pas un 500 000 parce que c'était quand même Bapunga et Cominon. Et qu'il fallait que je trouve le moyen de bien vendre d'abord ce projet à mes collègues du comité de direction pour que je vienne lui dire, OK, on y va. Donc, ça a été plusieurs appels. Il me relance, il dit, franchement, Franck, je comprends. Le truc intéressant, mais je ne sais pas encore comment. C'est la dernière conversation entre lui et moi où il me dit, mais voilà, ce qu'on va faire autour du Catalogue Challenge, c'est que on va mettre, on va communiquer sur le numéro RTL Monnaie. Je fais un peu de pub pour une marque que j'aime beaucoup aussi. Et donc, ce numéro, les gens vont pouvoir faire des dépôts qui serviront à financer la structuration d'un orphelinat à Port-Gentil. Je dis, tiens, ça me dit quelque chose. Laissons tomber le numéro RTL Monnaie. Demandons aux gens, parce que moi, j'avais à ces moments-là, on lançait la page Facebook de Canal+ Gabon et on avait un objectif en termes de recrutement de followers sur la page. Et en plein Covid, on savait que tout le monde était vraiment très ancré sur les réseaux sociaux parce qu'on n'avait plus ou moins pas d'autres moyens de divertissement à part effectivement la télévision. Et je lui dis, mais écoute, oublie le numéro RTL Monnaie sur lequel les gens doivent faire des dépôts pour justement avoir des sous et aider un orphelinat à Port-Gentil. Demande-leur juste de liker la page Canal+ Gabon. Chaque like représente 500 francs CFA. On va multiplier le nombre de 500 francs CFA par le nombre de followers qu'on aura entre la période où on va communiquer sur cette opération-là et la fin. Et cet argent, justement, on va vous le reverser et vous allez vous en servir pour justement accompagner l'orphelinat en question. Quand il a vu ça, je doutais du fait que ça puisse marcher parce que je m'étais dit, mais ok, peut-être ça peut passer chez Bapunga parce que lui et moi, on se connaît, on est frères. Mais chez Komi, est-ce qu'il va accepter de vraiment mener une opération pareille avec une marque comme Canal+. Mais Komi aussi a été vraiment séduit par l'idée. Et on a fait le Catalogue Challenge. Donc moi, j'ai réalisé l'objectif de recrutement de fans. Donc dans ma stratégie de communication digitale, j'ai eu un gain de 10 000 followers en 2 jours. On a accompagner un orphelinat, donc qui fait partie de notre politique RSE, d'accompagner justement les enfants fragilisés. Et eux, ils ont pu avoir, justement, faire un catalogue challenge digne de ce nom. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur exemple. Mais c'est pas arrivé au premier moment de la conversation. C'est pas dès qu'il m'a contacté sur le projet, il a fallu peut-être 1 mois pour que j'arrive à trouver. Et c'est au fil des discussions, parce que cet élément-là, il me l'avait pas présenté au début. Tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment le plus bel exemple, j'en parlais tout ça. D'abord, c'était un cas d'école dans le groupe Canal+. Quand on a fait ce rapport au sein du groupe, c'était un exemple. On a demandé aux autres aussi d'aller dans ce type d'opération. C'était un 5 millions, mais un 5 millions en gain de followers. On avait des objectifs en termes de stratégie digitale d'accroître justement la présence de la marque sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et de l'autre côté, justement d'accompagner un orphelinat. Tu vois, c'est... Merci Christian, déjà. La discussion sera longue, mais nous sommes arrivés à la fin de la première partie. Ah déjà? Oui, ça passe super vite. Et donc, on se revoit juste après la pub. Vous résidez au Gabon, participez au concours de courts-métrages de fiction, de documentaires et d'animation organisé par le Festival international Cinéma et Liberté de Libreville. Thème du concours, la banalisation de la corruption quand la normale devient la norme. De nombreux lots sont à gagner, dont un billet d'avion. Date limite de soumission, 15 juin 2025 à minuit. Pour plus d'informations, contactez le 077 84 30 30 ou la page Facebook du festival. Je vous dis merci et à bientôt. Nous sommes de retour sur le podcast d'Ona, partie 2, toujours avec Chrisma. Et Chrisma, on a fini la première partie sur un éventail de points sur lesquels les porteurs de projets doivent se baser. Maintenant, là, on va plus nous adresser aux chargés de communication, donc qui démarrent. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à ces jeunes-là lorsqu'ils sont face à des courriers et des courriers de demande de sponsoring qu'ils reçoivent? Alors déjà, le métier qu'on fait, c'est un métier de relationnel aussi et de présence sur le terrain, c'est de maîtriser son marché.
de manière générale, lorsqu'on est communicant, lorsqu'on est chargé de communication ou responsable de communication, alors directeur de communication dans une entreprise, on sait ce qu'il y a comme agenda culturel dans le pays. Donc, aucun événement ne devrait nous surprendre, en réalité. Effectivement, il peut arriver des événements imprévus, assez pertinents, et là, on se base... Il est rarement arrivé aussi dans un pays qu'il y ait un événement dont le promoteur n'est pas forcément... Soit il est local, soit s'il est international, il est forcément en lien avec un autre promoteur local. Donc, il y a cet historique aussi en termes de promoteur qu'il faut voir, la notoriété du promoteur, la crédibilité du promoteur de l'événement. Moi, j'ai vu des événements où vous êtes partenaire et à la fin, peut-être, les artistes n'ont pas eu leur cachet et c'est l'annonceur qui est sponsor, qui est indexé, alors qu'il n'a rien à voir, tu vois. Donc, il faut vraiment, sur la base déjà du vécu, de l'historique, savoir que tel événement s'est mal passé, bien le promoteur n'est pas du tout crédible, on n'y va pas. Donc, ça va déjà de la curiosité, de la culture qu'on a dans le pays, de la connaissance du marché, parce que je constatais que beaucoup de communicants se contentent juste de venir au bureau, quitter 17h le bureau, rentrer à la maison, ne tourne pas. On a un métier de relationnel, il faut aller vers les gens, il faut connaître qui est qui. Je connais qui est Olivier Ona, je connais qui est John, je connais qui est Alain. Il faut connaître les personnes pour que quand tu portes un projet, tu sais que c'est crédible ou pas, voilà, pour la marque. Donc c'est comme ça qu'on peut déjà sécuriser un événement. Après, il faut connaître aussi les guidelines du groupe, de la marque qu'on représente. On peut parfois les transgresser quand on pense que, je dis on-griffe transgressé, quand on pense que c'est positif pour la marque. Moi, quand j'arrivais chez Canal+ au Gabon en 2017, on n'avait pas dans notre périmètre de sponsoring la culture de manière globale, la musique. C'était le sport, le foot notamment. On a tout ce qui était événements sportifs, même Moana Foot, on accompagnait. Et je pense que le premier gros concert qu'on m'a présenté comme en demande de sponsoring, c'était le concert de... C'était Mister Easy, je crois, au Gabon. Et on me dit non, le groupe me dit non, on n'est pas dans la musique. Je dis, mais qui sont nos abonnés aujourd'hui? C'est les jeunes. Qui regardent la télé? Même si le parent est prescripteur et qui paye l'abonnement, mais qui est devant l'écran? Autant ils s'intéressent au foot, ils s'intéressent aussi à la musique urbaine. Donc si on ne les touche pas là, justement, dans ce centre d'intérêt qu'est la musique urbaine, on ne aura peut-être pas, on va justement se démarquer, on va laisser une cible qui demain n'aura pas une affinité avec la marque et ira consommer autre chose. Donc il faut aussi qu'on intègre la culture urbaine de manière globale dans notre politique. Ce n'est pas encore forcément le cas de manière officielle, parce que nous, les piliers sont clairement définis, mais voilà, je pense que la culture urbaine, aujourd'hui, toutes les marques devraient s'intéresser, toutes les marques qui s'adressent à un large public devraient s'intéresser à la culture urbaine, et moi, j'ai impulsé cela. Mais en restant justement dans les guidelines corrects, c'est pas forcément un artiste qui a une mauvaise image, etc., que ce soit local ou international, c'est tout ça qu'il faut vérifier. Il faut déjà mettre ces garde-fous-là pour pouvoir parfois aller au-delà de la politique. Et donc, je parlais de la connaissance du marché, le respect des guidelines, et c'est principalement les éléments que je pense être les plus importants pour au moins s'assurer que lorsqu'on accompagne un événement, on n'expose pas négativement sa marque. Donc, pour le risque d'exposer sa marque. Mais est-ce qu'au vu de tout ce que tu viens de dire, est-ce que tu as déjà vécu une vilaine expérience? Oui. Moi, je pense que je suis positif toujours. Justement, j'ai heureusement pas de souvenirs là. Je sais qu'il y en a eu. Il n'y a pas eu d'impactant, tu vois. Je me dis, tiens, ça a été vraiment la catastrophe. Je sais que oui, j'ai eu des cas où, effectivement, le promoteur n'a pas payé l'artiste qui devait prester. J'ai eu des événements qui n'ont pas eu lieu. Tu vois, tu accompagnes une première édition, elle ne se tient pas, et tu sais que la prochaine, tu n'y vas pas. Ou tu accompagnes complètement, il n'y a pas d'audience. Tu arrives sur le site, mais non, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, là, c'est des éléments sur lesquels tu capitalises et tu te dis, ben voilà, tant que justement, le promoteur ne t'a pas donné la garantie pour se corriger pour une prochaine édition, tu n'accompagnes plus. Moi, j'ai des événements ici qu'on a accompagnés qui n'ont pas pu se tenir pour des conditions qui sont parfois pas liées au promoteur. Je parle par exemple du Festival des Étoiles du Gabon, qui est le premier événement sur lequel on a eu une double participation. Parce qu'en inscrivant l'empreinte culturelle à la marque Canal+, on a voulu vraiment... Moi, mon objectif en tant que responsable de communication à l'époque, c'était au-delà de promouvoir l'aspect commercial de la marque,
Il fallait que je montre au moins ce que la marque apporte à l'environnement culturel du pays. Donc, je positionnais un événement pareil sur les chaînes Canal+. Ah oui, on l'a vu. Au-delà de la participation, de mettre le logo, de dire on est sponsor, on a mené l'événement à être diffusé sur nos chaînes. Et donc, c'était pour moi une belle réussite. Et je suis juste déçu aujourd'hui un peu. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu des dernières éditions parce que c'était déjà inscrit dans la programmation de la chaîne aujourd'hui. Canal Plus Pop, on sait qu'en fin d'année, on a le festival Les Étoiles du Gabon. Donc, même à chaque... Là, la précédente édition m'a encore relancé, même les temps plus ici. J'ai dit, bah, écoute, l'organisation a des problèmes, on attend que les règles peut-être reviennent. Moi, je me rappelle quand même que l'année dernière, en décembre, il devait avoir d'adieu. Tout à fait. Tu as vu, ça n'a pas eu lieu. Heureusement que je sentais un peu venir le sujet et j'étais un peu informé. Justement, je suis allé chercher l'information auprès du promoteur. Je n'ai pas donné la garantie qu'on aurait ce festival-là cette année. Donc, on a... Pourtant, c'est un événement qu'on acquiert en termes de droit d'acquisition du programme. Hein. C'est du sponsoring d'un côté, mais aussi de l'achat de contenu, de l'acquisition. Tu vois. En fait, tu as parlé d'un élément tout à l'heure, et justement, je discutais avec une chef de département communication d'une société d'assurance. Elle me disait, tu sais, Olivier, nous, on ne soutient plus les premières éditions. Parce qu'une fois, on a accompagné une dame, première édition, en 10 millions, elle s'est barrée. Ouais. Elle a même quitté le pays. Ouais. Donc, mais j'ai envie de te dire, aujourd'hui, tu vis une situation pareille, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça qu'il faut vraiment connaître. Il faut vraiment connaître. Moi, je ne m'engagerai pas sur un montant pareil s'il n'y a pas déjà une histoire vraiment réelle, si l'événement n'a pas signé l'histoire dans le pays, si le promoteur n'a pas une forte crédibilité, une forte notoriété. Mais quand ça arrive, écoute, tu balances la patate chaude au service compétent, le juridique, etc. Tu vas peut-être, voilà, quand c'est trop grave à un moment donné, parce qu'il y a aussi le risque de t'exposer toi. Oui. On connaît, on est dans nos territoires africains où, à notre position, on est parfois, on est parfois soupçonné des choses. Parfois, voilà, je ne veux pas en dire plus, mais si tu vois un événement pareil, tu as 10 millions, le promoteur s'est barré, on peut penser que tu es complice. Voilà. Au moment donné, voilà, si ça arrive malheureusement, tu balances le dossier à tous les éléments. Au service concerné voilà, sur la partie contentieux avec, avec un promoteur. Ouais. Mais, le sponsoring, oui, on a dit 10 millions, elle s'est barrée, c'est possible. C'est pour ça que l'on n'accompagne pas systématiquement les premières éditions. Mais le sponsoring peut être également profitable. C'est vrai qu'on l'a vu en première partie. Tu as pris l'exemple du catalogue Challenge, Baponga et Laure le Communant. Mais j'ai envie de dire, le territoire dans lequel tu vis et travailles aujourd'hui, qui est totalement différent du territoire, de ton territoire d'origine, est-ce que les choses se passent de la même façon? Ou bien c'est vraiment culturel de part et d'autre? Alors, il faut déjà dire que l'environnement culturel béninois est beaucoup plus dense. Chaque mois, il se passe un grand événement, un grand festival à Cotonou, ce qui n'est pas forcément le cas au Gabon. Donc, et plus le marché est plus grand, il y a beaucoup plus d'annonceurs. Et donc, il y a forcément les mêmes griefs aujourd'hui, les mêmes biais que j'évoquais concernant la demande de sponsoring existent. Oui, ça c'est clair, c'est pas un sujet gabonais. Mais les événements ont une histoire, c'est une constance. Quand tu arrives, on te dit par exemple, le FINAB, pour ne pas le citer, il est là depuis 10 ans. Donc tu sais qu'effectivement, s'il est présent depuis 10 ans, c'est qu'il y a, voilà, il y a une base. Mais là, il y a aussi à l'OVEA, je crois. Le festival de l'OVEA, que là, aujourd'hui, à sa 4e édition, je crois, cette année sera la 4e édition, grand festival. Tu sais que voilà, tu peux pas ne pas. En tout cas, si tu veux vraiment, si une marque qui veut avoir une empreinte culturelle, tu dois y être. Voilà. Donc il y a des grands festivals, il y a des festivals qui ont des noms, qui ont une histoire, et les marques sont beaucoup plus sur ces événements-là. Il y a difficilement des petits événements. Sinon, après, bon, une marque comme la nôtre, ce sera des goodies qu'on va mettre à disposition. Ce ne sera pas un engagement financier. Mais les mêmes biais en termes de demande de sponsoring, comment est-ce que c'est formulé, est-ce que c'est forcément personnalisé, ce n'est pas toujours le cas. On arrive à personnaliser. C'est nous qui amenons le promoteur à personnaliser parce qu'on y voit de l'intérêt. Voilà, pour pouvoir soutenir après le dossier auprès d'un comité de direction. Et ça me revient également sur la nuit des étoiles.
En gros, il faut avoir un haut niveau d'exigence pour être diffusé sur Canal. Oui. Et donc, si je comprends bien, la team autour du festival, quelle a été la participation de Canal à ce moment-là sur tout ce qui concerne les aspects techniques et autres, surtout au niveau de la captation? Alors, fort heureusement, le festival Les Étoiles du Gabon, c'est un gros événement qui a des ressources assez importantes en termes de production. Donc, il s'assure d'avoir tous les moyens nécessaires en termes d'équipe, les moyens techniques, les moyens humains, pour capter, en tout cas dans les conditions requises par Canal+, l'événement. Nous, on leur fournit une fiche technique. On leur fournit une fiche technique et puis ils respectent les éléments, ils respectent les guidelines, c'est tout ça, c'est bien fait. Ça a parfois été compliqué dans la transmission du PAD. Parce que notre centre de diffusion en France, donc c'est pas au Gabon qu'on insère dans les machines les éléments, non. Donc c'était toujours un peu compliqué, le transfert des éléments, ou moi-même je me suis parfois occupé personnellement de transférer le PAD, mais sur la captation, non, il n'y a pas de gros sujet parce que les équipes s'assurent d'avoir les bons moyens de production. Je vais revenir sur le catalogue challenge. C'était en 2020, je crois. Oui. Sauf si je me trompe, en 2020. C'était 2020, plein Covid. Voilà. Et si c'était à refaire aujourd'hui, il n'y a plus de Covid, est-ce que tu serais prêt à, si tu étais au Gabon, à accompagner l'événement 100% digital, tu veux dire? Oui. Parce que je pense que hier, on disait le digital, c'est l'avenir, mais le digital, c'est maintenant. C'est pour moi, moi je suis un des communicants qui axe, moi, ma politique en termes de communicants, j'accompagne les marques sur 2 axes. La performance sur le digital et la mise en œuvre d'expérience, de moments expérientiels avec la marque, entre la marque et son public. Pour moi, la com classique, tout le monde peut aujourd'hui la faire. Quand on a une bonne équipe, on parlait tout à l'heure des chargés de communication. Moi, j'ai eu la chance depuis d'avoir des bons chargés de communication qui peuvent, en tout cas, dans un marché comme celui du Gabon où le panorama médiatique est très, très réduit, se lever, faire un plan média, envoyer des supports de diffusion, pouvoir afficher voilà, sur un réseau assez défini, les réseaux définis à l'année. Donc, on se lève un matin, on peut faire une campagne de communication classique. Mais ce n'est pas toujours évident d'accrocher justement le public sur le digital parce que justement tout le monde veut recevoir le digital. Il y en a tellement qu'il faut capter l'attention. Il faut créer de l'engagement. Et justement, c'est aujourd'hui le seul support. On parlera peut-être dans des émissions de médiamétrie, les mesures d'audience au Gabon qu'on n'a pas encore. Le digital, aujourd'hui, on n'a pas besoin de mesures d'audience. Toi-même, tu mesures les retombées, en fait, les retours sur l'investissement sur le digital. Pour moi, c'est tellement flexible, c'est mesurable, et ça crée de la proximité, ça engage le public, que pour moi, voilà, je referai un événement pareil. J'ai participé il y a plusieurs mois à un podcast, c'est tout comme. On parlait des métiers de la com, métiers du digital et autres. Et comme nous, on aime parler de pognon, c'est vrai que tu as parlé de 5 millions, etc. On va continuer dans cette logique-là. Tu étais à cheval entre l'Afrique de l'Ouest, tu es revenu en Afrique centrale, à travers la Centrafrique, après le Gabon, et là, tu es reparti en Afrique de l'Ouest. Les métiers de la com, ça paie mieux de quelle partie de l'Afrique? Alors, je dirais que ça paye. Ça dépend de l'organisation dans laquelle on évolue, l'entreprise, du poste, parce qu'un chargé de communication n'est pas forcément payé comme médiateur de la communication, que ce soit même en agence ou chez l'annonceur. Pour mon expérience, je dirais que ça paye mieux au Gabon. En Afrique centrale de manière globale, en tout cas au Gabon, parce que j'ai fait la Centrafrique, mais c'était vraiment sur un contrat avec Orange en France, donc c'est pas le bon exemple, mais au Gabon. Moi, j'ai envie de dire que, après, comme j'ai fait les 2 pôles en 16 ans, mon revenu, en tout cas mon revenu mensuel a été multiplié par 16, 15 et quelques, tu vois. Donc, dès que j'ai démarré la com à Macan, et aujourd'hui, directeur communication de Canal Plus Bénin, et Canal Box Bénin, je peux tout ça multiplier par 17 par là, mon revenu. Mais attends, mais comment on fait pour être directeur de tous ces gens vidéo, de tous ces médias? Bon, non, il y en a toutes ces marques. Non, toutes ces marques, parce qu'il y a A+. C'est les marques en elles-mêmes, Oui, il y a A+, il y a Canal+. Et Canal Box. Je ne sais pas comment on divise ça. Je dis souvent que
tu divises ta tête en trois et puis tu ranges des sujets en fonction en fonction des entreprises. Mais la vérité, c'est qu'il faut avoir une bonne équipe. Il faut avoir une bonne équipe. Il faut avoir une bonne équipe pour vraiment ne pas forcément être au four au moulin, ne pas être sur l'opérationnel. En tant que superviseur, c'est le cas aujourd'hui. J'ai heureusement une bonne équipe qui me permet de bien suivre ces trois marques. Okay. Donc, ouais, ça paye pas forcément bien partout. Je ne vais pas dire aux gens, oui, il faut être communicant. Voilà, non, c'est en fonction de l'organisation dans laquelle on évolue. C'est aussi comment on s'est vendu dans le métier. Mais ça paye forcément, comme tout métier, ça paye. Que ce soit en agence ou en annonceur, ça paye. Mais pour avoir beaucoup plus évolué dans mes 16 ans, j'ai quand même passé, quand je fais 6 ans en Canal+ Gabon, je mets BGF, etc. Je crois que j'ai passé à peu près 10 ans. Non, pas. Non, dans 16 ans, j'ai passé 14 ans, 13-14 ans au Gabon. Je pense que ouais, c'est au Gabon où j'ai quand même pu voir une évolution. Moi, quand je suis entré chez Macan en tant que stagiaire, j'avais 100 000 francs d'indemnité de stage. Okay. Quand je suis passé en CDD, je devais être dans les 250 000. Quand je suis rentré au Gabon, mon premier salaire chez AG Partner était 350 000. Même boulot, tu vois, j'étais... Donc après, vraiment, au fil des ans, ça a pu évoluer, mais je pense que récemment, il y a un rapport d'ailleurs qui a été diffusé au Bénin, en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest. C'est un rapport qui est fait en Côte d'Ivoire, les salaires des managers en Afrique de l'Ouest et en Afrique... Je sais pas, c'est l'Afrique de l'Ouest qui se mesure. Il faut que je retrouve. Je dois partager dans le groupe. Dans le groupe, c'est comme j'avais partagé. Voilà. Et tu vois, je mesurais effectivement, ça reste quand même l'Afrique centrale qui paye mieux. Qui paye mieux. Après, quand on voyage, comme moi, dans un groupe de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, on essaie de partir dans l'Afrique de l'Ouest avec déjà les acquis. Voilà, c'est un peu... Ouais. Ok, Christmas. On a parlé un peu d'argent, j'aime pas trop. On est obligé parce qu'il faut inspirer les jeunes parce que on a reçu quelqu'un que tu connais d'ailleurs très bien aussi et qui disait en fait il y a ce gros problème là les jeunes avec la recherche d'informations. Il y a des outils qui sont mis en place, qui existent, des Google et autres, mais ça les intéresse pas forcément. Mais en attendant, si vous voulez vous lancer dans la com, tu as des conseils à donner à ces jeunes-là qui nous regardent. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de cinquantenaires, de quarantenaires qui nous regardent, selon les statistiques de YouTube, pour la partie vraiment YouTube. Mais ça commence à monter un tout petit peu. Il y a des 22, 23 ans qui regardent maintenant un peu. Si tu devais donner des conseils à ces jeunes-là. Mais franchement, je vais peut-être le dire à la fin, mais je préfère le dire là, ne pas l'oublier. Je te félicite, ton équipe et toi, pour cette idée de podcast. Parce que je pense que moi, j'y vois là, dans ce podcast, dans ce projet, le partage d'expérience et la capacité à inspirer justement les jeunes. Je pense que la cible de ce type de contenu, c'est pas des gens qui ont 40 ans comme nous aujourd'hui. C'est de voir des jeunes de 18 ans qui commencent, qui vont déjà jusqu'au le bac et qui cherchent quoi faire dans la vie. De pouvoir se positionner ou s'orienter vers des métiers et vers des profils. Voilà. Ou alors des gens qui pratiquent déjà le métier de communicant et de s'inspirer d'une histoire de quelqu'un qui dit tiens, il est passé par ça, il a fait ceci là, donc moi je peux y arriver. Moi, c'est pour ça que je trouve vraiment que ton programme il est super intéressant et je t'en félicite. Les conseils que je donne, c'est justement, je disais au début, c'est la bonne curiosité, ce que j'appelle la curiosité positive, savoir chercher. Ça, je vais garder ça, la curiosité positive. Chercher, ne pas être fermé, être ouvert d'esprit, cette capacité à aller vers les gens, à écouter, à apprendre des gens. Moi, j'ai jamais, de toute ma carrière, je me suis jamais dit, écoute ça. C'est vrai que j'ai des principes, hein, j'ai des principes moraux qui m'interdisent d'aller dans tel ou tel sens, ou bien de rencontrer telle ou telle personne, ou bien de partager. Mais parfois, je fais fi de ça parce que je me dis, on apprend toujours. C'est vraiment de chercher, de ne pas se contenter de ce qu'on a, de rester sur ses sentiers battus, de se dire non, voilà, de fouiller, ne pas être fermé. Dès qu'on est ouvert d'esprit, on peut être créatif. C'est un métier de créatif, là, d'être communicant. Quand on cherche, on n'est pas fermé, on fouille, on creuse, on entend parler de quelque chose, on va chercher savoir ce que c'est. Moi, j'ai donné des cours à Fram il y a 7 ans, je crois, de communication commerciale. En licence commerciale. Le cours s'appelait communication commerciale.
Et j'ai demandé à ces jeunes qui étaient en bachelor de me citer les agences de communication au Gabon. Je ne connaissais pas c'était quoi une agence française en communication. J'ai dit, mais comment ça? Vous voulez faire de la com? Oui. Vous voulez faire la com où? On va aller à la SEG, on va aller au Trésor. Je dis, mais comment ça? Vous savez pas que pour être un bon communicant, il faut commencer. En tout cas, le bon parcours, c'est moins de commencer par une agence de communication, une agence conseil en communication. Vous voyez pas sur les publicités, là, sur les panneaux, vous voyez pas parfois il y a un petit logo. C'est comme ça que je vais leur expliquer. Hein. Vous voyez pas parfois des petits logos sur les affiches publicitaires dans la ville? Oui, mais vous ne connaissez pas. Donc, j'ai dû faire un cours d'abord, au lieu de parler même de communication, j'ai dû faire un cours sur l'environnement publicitaire. En leur expliquant c'est quoi les annonceurs, c'est quoi les régies, les médias, etc. Les agences, quels sont leurs rôles. Pour qu'ils comprennent que d'abord, l'écosystème, voilà. Vous êtes à l'école aujourd'hui, voilà où vous êtes censé travailler. Demain, vous pouvez aller en radio, vous pouvez aller chez un afficheur, vous pouvez aller justement chez un annonceur ou en agence, quoi. Mais ne rêvez pas d'être au port ou au trésor, c'est pas là-bas que vous allez vraiment pas vous faire perfectionner. Un comptable, quelqu'un qui veut faire vraiment de la comptabilité, finance, va d'abord rêver de travailler des lois. Ouais. On ne va pas dire, OK, je vais être au Trésor, je rêve d'être DAF chez RTL. Tu ne démarres pas comme ça, tu dis voilà. Donc, c'est cette absence de connaissance vraiment que les jeunes aujourd'hui, qu'il faut qu'ils corrigent. Vraiment, quand on veut, on dit qu'il va aller au ménage sans monture, il faut vraiment bien se renseigner, s'informer et être ouvert d'esprit. Ne pas arrêter d'apprendre. Moi, j'apprends encore tous les jours. Aujourd'hui, tu as vu, il y a l'IA qui arrive, etc. Le digital nous a surpris il y a quelques années. Et là, maintenant, c'est l'IA. Dans ce processus de transformation digitale, il faut que nous-mêmes, voilà, nous, les communicants de la quarantaine, on commence à vraiment se recycler. Mais il faut dire que c'est ouverture d'esprit, curiosité. Et ces deux éléments amènent vraiment forcément à exceller. Merci Christophe. Je ne vais pas te laisser partir comme ça. Lorsque tu es parti, tu vas quitter le plateau, ça c'est sûr, il ne faut pas te kidnapper. Mais je vais dire, je ne vais pas te laisser repartir en Afrique de l'Ouest sans te recevoir de nouveau. Ça, c'est un pari que je me fais. Donc, merci encore d'être passé. Merci Olivier. Merci pour la motivation. Merci pour tes mots. Et au nom de toute l'équipe, parce qu'il y a vraiment plusieurs personnes qui bossent derrière, certains même sont malades en ce moment. Je fais un coucou à ces personnes-là. Et tu es un modèle d'inspiration pour nous. Moi, je ne vais jamais te le cacher, je vais toujours te le dire en face, c'est important. C'est important d'avoir des potentiels, des profils comme toi. Pour le Gabon, c'est important, on en a besoin. Les jeunes en ont besoin, nous aussi on en a besoin parce qu'il faut se challenger tout le temps. Donc c'était le podcast d'Ona avec Christophe Mbabala et je vous dis tout simplement à la prochaine pour un nouveau numéro.